Le Cassis par Krypton, c'est une troisième solution d'accompagnement. Ouais, tout à fait. En fait, déjà, merci Finance et Innovation de nous donner l'opportunité de pouvoir présenter 2 ans de labeur autour d'un produit d'incentive. Krypton, à la base, c'est connu pour être la néobourse des TPE, PME françaises. Mais depuis 2 ans, on a travaillé sur un produit d'incentive qui s'appelle Cassis et qui a pour but de pouvoir, en fait, donner la possibilité à l'employeur de pouvoir facilement fidéliser son écosystème et les différents contributeurs à la réussite de sa société. Très bien. Alors, en fait, ça a l'air très simple, hein, dit comme ça, vos solutions. Moi, en échangeant préalablement avec vous, ce qui me paraissait intéressant, c'était, donc vous avez en partie répondu à cette deuxième question, mais j'aimerais qu'on approfondisse, c'est comment est-ce que vous en êtes venu, je dirais, à force d'expérience, à développer ces solutions qui en fait, c'est un produit qui finalement, enfin, vous avez tous les trois des produits qui adressent des besoins mal servis, qui paraissent très simples en termes de restitution, dont le bénéfice, je dirais, est immédiat, mais qui techniquement sont quand même beaucoup plus complexes. Alors, Benoît, tu le disais, hein, c'est ce qui intéresse le salarié, c'est pas forcément la performance d'un fonds au Japon, mais ça sous-entend que derrière, il y a quand même toute une complexité. Arbia, le fait de délivrer une avance sur salaire, c'est pas non plus, ça veut dire des flux orchestrés, des flux financiers entre votre commanditaire, l'entreprise, et ses ressources. Cassis, c'est aussi une offre qui derrière va impacter le développement et la croissance de l'entreprise, son cash flow. Du coup, ma question, c'est qu'est-ce qui vous a fait aller vers ces offres-là, peut-être vous, Intuitive Personae, ou en termes de besoins identifiés. C'est simple pour ma part, c'est juste en voyant en fait les statistiques qui sont assez fous. Aujourd'hui, quand on voit qu'un Européen sur 2 vit de fin du mois au fin du mois, que si on prend juste la France, la moitié des Français recourent systématiquement au découvert, au moins une fois par an, découvert bancaire, et un Français sur 5 est dans le découvert bancaire chaque mois de l'année. Je ne sais pas si vous vous rendez compte, 20% des Français vivent à découvert dans le rouge toute l'année et payent 7 milliards d'agio par an et 20 milliards de taux d'intérêt sur des crédits. Tout ça, en fait, fait juste sonner en fait l'alarme en disant qu'est-ce qu'il y a d'autre comme alternative en fait pour tous ces gens, surtout que le salaire médian en France c'est 1 700 €. Ça veut dire que la majorité des gens vivent en dessous de ça et que le living wage juste à Paris il est au-dessus de 2 200 €. Enfin, qu'est-ce qu'on fait? En fait, les fins de mois difficiles, là, ça ne devient pas des fins de mois. On est dans le rouge à partir du 10 du mois ou même le début du mois. C'est fou. Et donc, simplement, le pain est clair. C'est qu'est-ce qu'on peut apporter comme une alternative plus éthique, plus responsable qu'aux banques ou qu'aux découverts bancaires pour tous ces gens qui sont surtout mal desservis aujourd'hui par ces banques-là, et je parle des cols bleus, des ouvriers, enfin 70% de la population au plus, et une alternative qui leur donne en fait accès à de l'argent aussi accessible, aussi instantané, comme une poche de sécurité gratuite dans laquelle en fait ils peuvent piocher pour répondre à leurs imprévus, au lieu justement de payer des agios en plus là-dessus qui piétinent sur leur reste à vivre les mois d'après et qui les rentrent dans un cercle d'endettement. Donc voilà, enfin c'est la genèse en tout cas de notre solution Rosalie. De Rosalie, c'est donner du sens et permettre de se projeter dans l'investissement, alors l'épargne potentiellement et donc sortir entre guillemets de la zone rouge. Benoît, sur la partie, alors moi je peut-être te guider un petit peu. Quand on s'est rencontrés, une des premières expériences, enfin un des premiers déploiements dont tu m'as parlé, c'était pas du tout dans le monde de la finance, du Palais Brognard, je dirais l'école blanc, hein, toujours, c'était le déploiement de Just Go, alors qui peut-être à l'époque s'appelait pas encore Just Go, dans une entreprise de transport routier internationaux. Donc on est vraiment entre guillemets très loin des cibles traditionnelles des grands acteurs de l'épargne salariale. Est-ce que tu peux, est-ce que ça? Oui, volontiers. Donc je vais pas renier mes origines parce que pour la petite anecdote, c'est assez marrant. J'ai commencé ma carrière ici même, dans le lieu ici où je travaillais sur le Matif, où on traitait la dette de l'État français quand il y avait auparavant une activité en bourse. Donc je viens de la finance, donc je vais pas renier ça, mais on traite aujourd'hui un sujet RH. Et donc ce que je disais tout à l'heure, c'est que ces PME ont besoin de concret, de terre à terre. Et aujourd'hui, le marché de l'épargne salariale est
détenus, on va dire, par les quelques gros acteurs bancaires français qui distribuent à ces PME via des chargés d'affaires locaux, qui sont des chargés d'affaires qui sont bons, mais qui sont très généralistes. Et ils sont très généralistes en finance, en banque, et donc ils connaissent bien le flux, le leasing, les financements, etc. Et quand une entreprise vient lui poser des questions sur l'épargne salariale et que c'est souvent le DRH, bah là il bloque un peu parce qu'il n'a pas les codes, il sait pas ce qu'il faut faire, etc. Donc effectivement, nous on travaille avec ces PME de terrain sur tout le territoire, et effectivement une société par exemple de transport routier qui nous dit qu'est-ce que je peux faire moi pour motiver mes salariés. Alors donc on a de la participation, vous savez que la participation c'est partager une partie des bénéfices de l'entreprise avec les salariés, c'est obligatoire aujourd'hui à partir de 50 personnes. Avec la loi qui a été votée la semaine dernière, ça va être à partir de 10 personnes. Donc toutes les entreprises vont devoir aujourd'hui mettre un système de partage de la valeur, enfin toutes celles qui ont plus de 10 salariés. Et puis, il y a le système de l'intéressement. L'intéressement, c'est encore plus intéressant puisqu'on va fixer un objectif avec les salariés qui est bien propre à l'entreprise. Et ça, on peut le faire tous les ans. Et là, cette entreprise de transport nous disait, moi, mon objectif, quand on l'a questionné, par exemple, on a un problème, c'est que nos chauffeurs laissent tourner les camions l'hiver et l'été pour qu'il y ait la clim ou le chauffage quand ils vont livrer les choses. Et d'une part, c'est pas bon pour notre empreinte carbone, et puis ça nous coûte de l'argent. Donc, on a mis un contrat d'intéressement sur la consommation des véhicules, et tout le monde était motivé en disant, si jamais on arrive à réduire la consommation de véhicules, vous avez collectivement une prime. Donc il y a un effet vraiment collectif qui se joue dans l'entreprise. Par exemple, on a travaillé aussi avec une autre entreprise, je cite des petits exemples anecdotiques, mais ça permet de bien toucher du doigt, avec une autre entreprise qui nous disait moi j'ai un problème, c'est-à-dire qu'on fait beaucoup de dossiers clients et tout le monde, parce que j'ai une population un peu âgée, imprime les dossiers papier. Donc on a un budget ramettes de papier qui est considérable. Donc on a dit un chiche, on va faire un contrat d'intéressement sur l'utilisation des ramettes de papier. Et donc petit à petit tout le monde a utilisé ça et s'est dit tiens, si on arrive à baisser de 30% notre taux d'utilisation, on a la prime. Et donc il y a un effet vraiment collectif qui joue à fond. Mais pour ça il faut mettre des bons contrats d'intéressement et il faut être capable de discuter avec le DRH de l'entreprise en l'occurrence. Et moi, dans mes équipes, je recrute plutôt des gens qui viennent des ressources humaines plutôt que de la finance. Je vends pas des vendeurs de fonds, même si on sait qu'après, ce contrat va être placé sur des produits de placement. Donc, c'est pour ça que nous, on a aussi un produit qui est très simple pour les placements, puisqu'on a Go court terme, Go moyen terme et Go long terme. Et que là, même quelqu'un qui n'est pas de la finance comprend qu'il y a un produit à peu près sans risque, et un produit qui est plutôt là pour long terme pour la retraite. Voilà, ça a été ça vraiment la genèse, et c'est ça qui fait que dès qu'on rentre dans des entreprises et que qu'on discute avec le DRH ou le patron, qui nous dit voilà, j'attendais vraiment un interlocuteur qui me permette d'avoir une discussion constructive. Donc à côté d'un produit, je veux pas dire qu'il est mauvais, notre produit. Bien sûr, c'est le meilleur de la Terre, mais à côté d'un produit qui n'est pas révolutionnaire, par contre, l'approche du client, elle est révolutionnaire, et c'est ça qui plaît. Voilà. Et la réponse à un besoin qui finalement n'était pas desservi. On est un peu sur les mêmes problématiques sur Cassis, je crois. Alors, je dirais, on est dans un environnement où les BSR, les BSPCE, l'AGA, enfin les AGA, sont des choses qui sont connues, mais vous répondez aussi à ce besoin de motivation d'une façon différente, David, si je ne m'abuse. Alors, on est plus sur des réponses ciblées, mais finalement ça démarre comme ça, mais ça peut s'ouvrir beaucoup plus loin, je crois. Sur d'autres mécanismes, j'y viendrai après. Oui, effectivement, en fait, la genèse de Cassis aujourd'hui, elle est venue des échanges et de la proximité qu'on a avec nos clients. Et puis d'une réalité de terrain un peu comme Arbia, sur le fait de se rendre compte qu'aujourd'hui les stock options ou les mécanismes d'intéressement en fait des salariés en fait étaient assez peu utilisés. On voit que les 3/4 des BSPCE qui sont distribués en France sont pas exercés. Du coup, dans les échanges qu'on a eu avec nos clients, on s'est dit mince, on a la tech, on a le cadre légal, il faut qu'on trouve en fait un mécanisme qui soit game changer pour que en fait le dirigeant entreprise soit vraiment en fait en lien avec ses salariés. Et donc l'idée c'était vraiment d'arriver à produire un outil qui soit viable, pertinent, mais aussi flexible durant toute la vie de l'entreprise. Du coup, c'est comme ça qu'est né Cassis. Donc il y a eu beaucoup de travail en fait de legacy avec notre direction juridique
puis aussi les différentes institutions financières, et puis aussi pour que au niveau technologique, ça soit pertinent à ce niveau-là. Et donc c'est comme ça qu'en fait le schéma et le process Cassis est né pour répondre à ces besoins de terrain et contrecarrer un peu les mécanismes habituels qui existent aujourd'hui. L'idée c'était aussi d'offrir, comme je l'ai dit, un mécanisme qui soit flexible, mais aussi légal, pour que derrière il n'y ait pas de requalification du process en salarié déguisé ou autre, ce qui peut exister aujourd'hui avec les mécanismes actuels. Donc c'était vraiment d'offrir un outil immédiat, de confort et aussi qui soit connecteur de persuasion de valeur pour le bénéficiaire effectivement du jeton Cassis. D'accord, donc une solution qui répond à un besoin, qui s'appuie, donc tu parles de jetons, on revient un peu sur notre cœur sur notre périmètre cœur qui est celui de l'innovation dans la finance. Alors vous êtes aussi sur d'autres, on y viendra peut-être un peu plus en détail après, mais finalement vous vous appuyez sur des actifs numériques et non pas sur des mécanismes traditionnels, mais le bénéficiaire finalement pour lui c'est transparent, ça revient, c'est un outil d'empowerment, c'est un outil de motivation, et que ce soit un jeton ou un BSPCE, comment est-ce que se marque la différence sur la capacité à l'exécuter, parce qu'on parle quand même un peu de blockchain, c'est quand même un sujet dont on parle beaucoup en ce moment. Est-ce que déjà effectivement le bénéficiaire du jeton, c'est déjà, contrairement à des BSPCE, c'est palpable, c'est-à-dire qu'il a son portefeuille de jetons avec son compte Krypton via l'interface et la plateforme Krypton. Et l'intérêt de ce jeton, c'est qu'il a la possibilité de pouvoir être revendu sur un marché secondaire. Donc le bénéficiaire du jeton peut récupérer en euros effectivement la valeur de ce jeton. Mais c'est aussi donc ce qu'on appelle un utility token. Donc il y a un usage qui est rattaché à ce token. L'usage, ça peut être des services ou des produits que l'entreprise va rattacher à l'utilisation de ce token. Il n'y a pas de limite d'ailleurs dans ces usages, mais ça permet une meilleure liquidité de l'outil, en tout cas d'empowerment du salarié. C'est un des gros pains qui aujourd'hui en fait est remonté aussi dans les outils de stock option en France, c'est ce manque de liquidité. Et là, Krypton vous permet de le faire, que ce soit sur l'usage qui est rattaché au jeton ou sur le marché secondaire fermé de Krypton. Très bien, donc ça répond à une partie des problématiques. Alors là, on parle plus de grands groupes, mais sur finalement le non-exercice des stock plans et ainsi de suite, vous répondez en partie à cette problématique-là. Du coup, on a abordé ce qui vous a motivé pour créer vos solutions, pour créer vos offres. Vous avez tous les trois des solutions qui finalement visent une clientèle professionnelle. Moi, ce qui me serait intéressant, c'est comment est-ce que chacun d'entre vous, comment est-ce que vous procédez, avec qui interagir. Alors, Benoît, tu as en partie répondu, enfin, vous avez déjà tous deux un peu répondu, mais pour implémenter et mettre en œuvre vos solutions, comment est-ce que quels sont vos interlocuteurs clés et comment est-ce que vous procédez finalement, comment se fait la mise en place, que ce soit de Rosalie, que ce soit de Just Go ou de Cassis. Arbia, si tu veux. Ouais. Alors nous, Rosalie, c'est une application mobile que les salariés peuvent télécharger sur Apple Store, Google Store ou en web app s'ils veulent pas télécharger une application. Ils se connectent avec un simple login mot de passe et ils voient en temps réel leur salaire gagné. C'est ça toute l'innovation technologique de Rosalie, parce qu'on est connecté en temps réel avec les logiciels de paie, les logiciels de gestion de temps. Et donc, on calcule en temps réel ce que vous avez gagné le 3 du mois, le 10 du mois, etc. Et vous avez le droit, en tant que salarié, de prendre n'importe quelle somme entre 0 et ce montant-là, disponible. Cliquez sur un bouton, je demande un acompte, et le recevoir en 12 secondes sur votre compte bancaire. C'est ça la révolution qu'on fait. C'est révolutionner la paie qui est payée sur
à la fin du mois, vers une paye en streaming live, en fait, en temps réel, quand on veut, du 1er au 30, même à 2 heures du matin, de son propre canapé, quand on a cette urgence. C'est ça vraiment ce qu'on fait. Et donc, on vend ça justement comme une prestation de service, un bénéfice salarial aux entreprises. Donc, pareil, on est une HR Tech, FinTech, HR Tech où on vend au DRH surtout. Et en fait, la boîte, tout ce qu'elle a à faire, c'est simplement communiquer aux salariés qu'à partir de telle date, ils peuvent commencer en fait à accéder à Rosalie et ils reçoivent en fait ce jour-là des codes d'accès uniques pour justement se connecter pour la première fois. Et c'est tout. Et après, c'est vraiment à la volonté du salarié d'utiliser Rosalie comme il veut. Il peut utiliser la compte 30 fois par mois, donc tous les jours, s'il souhaite avoir son salaire gagné tous les jours à la fin de chaque journée. Il y en a d'autres qui vont peut-être choisir d'utiliser la compte que avant Noël et avant les vacances pour avancer là pour payer les cadeaux de Noël ou avancer les billets de train pour aller en vacances. Ils peuvent aussi ne pas avoir besoin d'un compte sur salaire. Là, on parle de col blanc peut-être en fait dans l'entreprise. Et pour le cas, il peut aussi choisir les autres services, les autres fonctionnalités sur la plateforme parce qu'on fait plein d'autres choses en termes d'éducation financière. Il peut chatter en live avec une assistante sociale automatiquement pour lui parler de justement de son projet de préparation d'arrivée d'un enfant ou préparation de retraite ou d'épargne ou de dette ou quoi que ce soit et recevoir vraiment une réponse personnalisée très très rapidement. Et il peut simuler toutes les aides pour lesquelles il peut être éligible justement au niveau national, régional, local pour augmenter son pouvoir d'achat. Il peut aussi connecter son compte bancaire et voir en fait son solde en temps réel, pas seulement en fait le solde de son compte bancaire, mais son OK to spend, ce qui lui reste en fait à dépenser d'ici la fin du mois, parce qu'on fait du prédictive, on lui catégorise ses dépenses, on le notifie avant qu'il tombe dans le rouge et aller jusqu'à. Vous connectez à des agrégateurs, enfin vous connectez à la fois. Tout à fait, en fait l'open banking, exact. Donc on se connecte exactement. Donc nous on a de la data de la paye, et on a aussi la data de votre compte bancaire, et donc on peut avoir quelque chose de plus que la banque et en même temps plus que le logiciel de paye. C'est pour ça en fait qu'on est à une couche au milieu qui regroupe en fait tout ça pour apporter des produits financiers et améliorer la vie des gens de manière proactive, plus rapide, vulgarisée surtout pour que ça parle pas que col blanc ou l'élite ou les gens en fait qui sont digital savvy, parce qu'on parle à des ouvriers, des caissiers, on parle à des gens qui travaillent dans les EHPAD, une infirmière, etc. Et donc ces gens-là n'ont pas forcément l'habitude d'avoir ni des apps bancaires compliquées, ni apps d'épargne que je trouve très élitiste aujourd'hui. On vulgarise tout ça pour que n'importe qui en fait puisse simplement accéder à du cash gratuit, instantané, mieux que le découvert bancaire, et justement parler avec une assistante sociale sans avoir la gêne d'aller toquer la porte de son RH pour lui demander cette mise en relation. Très bien. Ok, donc vos interlocuteurs clients d'entreprise, les ressources humaines, et je dirais sans friction avec les directions financières qui pilotent les flux eux-mêmes. Du tout, il n'y a rien à voir avec les directions financières parce que c'est nous qui avançons l'argent. Donc on est une FinTech, HR Tech, donc on vend la prestation de service de manière très transparente pour l'entreprise. Pourquoi? Parce qu'elle a rien à faire. En fait, à partir du moment où elle contractualise avec Rosalie, on lui dit à partir de maintenant, il n'y a plus rien à faire. C'est nous qui gérons les process, c'est nous qui avançons l'argent. On ne touche pas à votre BFR, on ne touche pas à votre process de paye. On est déjà connecté en fait à vos logiciels et on va apporter un service de dingue avec tout un portail justement qui gère toute la santé financière de vos salariés. C'est tout. Voilà, aussi simple que ça. Ok, donc pas de friction. Benoît, en termes de déploiement, oui, on est assez proche effectivement. On voit que cette innovation financière, c'est pas forcément des choses très compliquées, c'est des choses aussi qui sont simples parce que quand on parle de ressources humaines, on a les mêmes clients, donc on a des gens qui ne sont pas forcément férus de finances, de placement, etc. Donc on se doit de simplifier, et une partie de l'innovation financière, elle est dans cette simplification. Donc nous notre parcours client, effectivement, on vend aussi à des PME, donc on va avoir aussi des DRH, c'est la même chose, alors que nos utilisateurs sont des personnes, les salariés, des personnes physiques. Donc nous,
On a choisi délibérément d'avoir un back-office, c'est-à-dire comme on fait de la gestion d'actifs finalement, puisque notre business model et notre modèle se base sur les actifs qui sont gérés. Tout ça est régulé par la finance et on doit absolument trouver, nous, un teneur de compte qui ouvre les comptes de chacun des salariés, parce que nous, on peut pas dire que tous les salariés nous apportent l'argent à nous. On est une petite boîte et donc il y a une question de sécurité et de reconnaissance, etc. Donc nous, on est adossé aujourd'hui avec une solution d'Amundi et une solution d'AXA aussi. Donc nous, ce qu'on a fait, c'est qu'on a codé un outil de souscription pour l'entreprise pour qu'elle puisse effectivement souscrire son contrat directement et que les flux passent directement chez Amundi. Donc le salarié, quand il se connecte chez Go, en fait, il va se connecter chez Amundi. Amundi a les outils, a les call centers pour répondre à ça. Donc, on a, nous, des dizaines de milliers de salariés qui sont clients de notre solution. Donc, nous, on peut pas avoir un call center pour répondre à toutes ces demandes-là et on n'est pas équipé. Et ils le font très bien pour un coût qui est relativement, on va dire, modeste. Donc, nous, ça nous va bien. Là où on se positionne, nous, c'est sur la relation avec l'entreprise pour communiquer, pour valoriser, en fait, ces dispositifs, pour faire des bons contrats d'intéressement, j'en parlais tout à l'heure. Et puis, pour la gestion financière, pour avoir une offre qui est effectivement simple, puisque l'ouvrier aussi dans l'usine, lui, il lui faut une gestion très simple et il ne peut pas comprendre des préoccupations financières et de lui dire qu'il faut aller aujourd'hui sur des taux d'intérêt à yield, ça lui passe vraiment au-dessus. Donc ça, c'est notre job et ça, on le gère. Donc on a créé une SICAV avec 3 compartiments, Go court terme, Go moyen terme, Go long terme. Et ça, on délègue la gestion financière à une ou des sociétés de gestion qui fait ça au jour le jour et qui présente sur les marchés, mais sur lequel on communique finalement assez peu. Donc voilà notre go-to-market. Donc on s'adresse en direct à des entreprises dès qu'elles font, on va dire à peu près plus de 200 personnes. Donc on a une force commerciale qui va voir les entreprises. Et pour les plus petites entreprises, on travaille avec un réseau de courtiers en assurance qui, eux, sont très, très liés à ces entreprises-là et qui ont ces problématiques. Et qui comprennent bien la problématique finalement de leurs clients entrepreneurs et de ses équipes. Alors entrepreneurs ou pas entrepreneurs, puisque quand on parle après d'entreprises de 50, 100, 200, 500 000 salariés, on a des entreprises qui sont relativement bien après structurées avec pas qu'un patron qui gère l'entreprise, mais avec un secrétaire général, un DAF ou plutôt un DRH, quoi. Voilà. David, sur vos interlocuteurs et la façon d'approcher, de déployer Cassis. Alors, en fait, à l'instar des BSPCE ou des actions gratuites, Cassis, ça reste une opération capitalistique. Du coup, aujourd'hui, nos interlocuteurs, vont plutôt être effectivement des dirigeants d'entreprise, des DAF, mais on soutient effectivement le produit et le projet avec les DRH pour que ça apporte du sens et surtout de l'utilisation de l'outil en tant que tel. Je pense qu'on a une grosse mission qui est effectivement à tous les trois, qui est l'éducation financière, et ça touche effectivement l'utilisateur en fait principal de nos applications. Et donc l'idée, c'est que c'est un produit qui soit utilisé. Donc nous, comment est-ce qu'on fonctionne? On a un véhicule d'investissement qui va rentrer dans le cadre d'une augmentation de capital au capital de la structure et qui va permettre de pouvoir émettre un pool de jetons que le dirigeant d'entreprise va pouvoir utiliser pour pouvoir incentiver du coup ses salariés ou ses contributeurs, puisque le but de Cassis, c'est pouvoir toucher aussi les freelances, les prestataires, etc. Et donc une fois que du coup il a distribué ses jetons, donc là il est accompagné des équipes de Krypton, donc on a des account managers qui sont dédiés en fait pour pouvoir les conseiller sur des plans de distribution, etc. Et on s'appuie aussi des conseils des entreprises, que ce soit les avocats, les experts comptables, pour que ça puisse être réellement pertinent et surtout en fait s'adapter à chaque entreprise. Chaque entreprise a une philosophie, des valeurs différentes, et l'idée c'est que nous on apporte un outil qui soit flexible et qui peut en tout cas représenter toutes ces valeurs-là. Et une fois qu'effectivement le plan est distribué, l'utilisateur a son compte Krypton, et comme je disais tout à l'heure, il va pouvoir bénéficier en fait d'un portefeuille sur lequel il va pouvoir gérer efficacement du coup ses jetons. L'entreprise a sa page publique,
dans laquelle elle va pouvoir présenter en fait l'opération, mais aussi avoir ce qu'on appelle une page shop chez nous, dans laquelle le bénéficiaire du token va pouvoir échanger ses tokens contre les services ou le produit que la société propose. On peut proposer. Du coup, ça m'amène. Donc, David, tu l'as un petit peu évoqué sur le fait que c'est une solution qui est dédiée aux salariés, mais pas seulement aux salariés, qui peut adresser les partenaires. Ça m'amène en fait à ma question suivante. Vous avez des solutions qui sont déployées, qui sont éprouvées. Vous êtes 3 fintech avec je dirais, vous ne sortez pas, enfin, vous n'êtes pas en sortie de POC. En termes de perspective, est-ce que vous pouvez nous évoquer des évolutions, soit en termes de produits, de services, peut-être Arbia, tu l'as évoqué avec la partie éducation financière et alors je ne sais pas si c'est le bon terme, mais accompagnement social. Vous êtes peut-être pas tous sur ces orientations, mais est-ce que ça fait partie, notamment pour Rosalie, d'évolutions futures? Oui, bien sûr. Nous, en fait, depuis le premier jour, on est une entreprise à mission, labellisée B Corp. On s'est créé justement pour cet impact social-là, en voulant vraiment changer la vie des gens, les sortir du surendettement, améliorer leur pouvoir d'achat. Et donc, la compte sur salaire ou le salaire à la demande, c'est juste une fonctionnalité pour sortir les gens de cette urgence financière, remplacer le découvert bancaire. Mais c'est pas ça qui va les sortir du surendettement. Donc, on croit absolument à toute une roadmap en fait beaucoup plus importante, plus complémentaire, avec toutes sortes en fait justement de produits, de fonctionnalités qu'on a réfléchi depuis le premier jour et qu'on déroule en fait très proactivement chaque mois, chaque année qui passe, pour justement emmener les gens de cette urgence financière vers la sécurité financière et ensuite le bien-être financier. Et c'est pour ça que du coup on trouve que c'est très complémentaire avec ce qu'on fait. On a déjà à peu près 5-6 fonctionnalités sur l'application et on en sort en fait presque une par trimestre. En se basant bien sûr sur toujours le retour de nos utilisateurs. On a maintenant des centaines de milliers d'utilisateurs actifs mensuels, donc en fait on arrive à leur poser des questions vraiment de manière régulière, de vouloir vraiment un peu découvrir avec eux qu'est-ce qu'ils voudraient en fait voir sur notre application. Est-ce qu'on va plus en fait sur des produits financiers bancaires, remplacer en fait la banque sur ce qu'elle sait pas faire? Est-ce qu'on va plus sur des produits justement que les RH demandent pour leur faciliter leur vie, comme justement payer les primes, les acomptes sur le 13e mois, etc., etc. Donc apporter plus de flexibilité pour eux. Donc il y a énormément en fait de choses. Et donc j'ai cité tout à l'heure pas mal de choses qu'on fait sur le côté vraiment social, parce qu'on estime que voilà, le meilleur de la tech doit être en fait complété par le meilleur de l'humain pour apporter quelque chose de clair et surtout actif et qui marche. Et donc autant en fait avec le salaire à la demande, on enlève l'intermédiation, on enlève ce besoin justement d'aller vers le RH ou le responsable paye pour demander de l'argent et autogérer en fait ses propres finances. Autant justement notre partie Mes Experts avec la mise en relation avec des assistantes sociales et des diplômés CESF automatiquement sur l'application, on apporte justement ce côté humain qu'on trouve manquant en fait dans les entreprises, parce que c'est toujours externalisé et il faut justement aller taper la porte du RH pour le demander. Et en général, quand on le fait, on est déjà interdit bancaire, c'est trop tard, tellement c'est gênant et tellement c'est très compliqué en fait à faire, là où justement on peut le faire quand on veut et avoir presque la même prestation en mieux même et très personnalisée pour soi. Et après on continue surtout à utiliser la techno, on reste une boîte très tech. Et on apporte ce que justement les autres ne peuvent pas apporter, avec que ce soit en utilisant l'open banking pour justement apporter plus que ce que la banque en fait apporte en termes d'information, comme j'ai dit tout à l'heure, et aller jusqu'à même l'épargne qu'on sort bientôt avec une expérience qui n'a rien à voir avec l'épargne salariale, qu'on trouve très complémentaire, justement. Ouais, parce qu'en fait, avant d'arriver à l'épargne salariale, on pousse des gens qui n'ont jamais pensé épargner de leur vie parce qu'ils sont toujours à découvert, à leur montrer qu'avec Rosalie, en fait, en 2 mois, ils sortent déjà
déjà du rouge. Et au 3e mois, ils peuvent en fait programmer, comme le prélèvement à la source, une certaine somme qui peut commencer à partir de 20 € par mois, avant même qu'ils la reçoivent, à mettre sur un compte bancaire pour des projets qu'ils ont, les études de leurs enfants ou autres. Et donc, c'est ce qui permet petit à petit, en fait, de les habituer à des bonnes habitudes, justement, d'épargne et d'aller même un peu plus loin sur de l'intéressement un jour ou autre. Mais déjà, en fait, commencer par une expérience simple qui est basculer ces 70% en fait de la population qui se voyaient pas justement épargner parce que déjà ils ont du mal à finir le mois, à leur montrer qu'on peut le faire en programmant simplement et avec justement notre workflow qui est très différent, qui a accès en fait au salaire avant même la fin du mois. La fin du mois. Très bien. Benoît, sur... Oui, deux innovations, enfin 2 évolutions qui sont très fortes, nous. Il y en a une concernant l'actionnariat salarié, donc on rejoint un peu certains sujets, puisque l'épargne salariale peut être une bonne solution pour l'actionnariat salarié, puisque souvent, on le sait, les jeunes veulent souvent être actionnaires de leur entreprise. Quand ils rentrent dans l'entreprise, ça fait partie des discussions avant de rentrer dans l'entreprise. Donc il y a tout un tas de solutions, BSPCE, etc., AGA. Mais il y a aussi d'acheter concrètement les actions pour être vraiment actionnaire au jour J. Mais le problème quand on achète des actions, c'est qu'il faut de l'argent. Donc c'est un peu le problème, et que les salariés, souvent les jeunes d'ailleurs, n'ont pas d'argent à mettre sur la table pour acheter des actions d'entreprise. Donc l'épargne salariale permet, dans un cadre vraiment fiscal hyper avantageux, de flécher des flux d'intéressement, de participation, d'abondement de l'entreprise vers des achats d'actions. Donc on peut dire, on se fixe un objectif tous ensemble, ça c'est l'intéressement. Si on y arrive, vous avez la prime, et si vous avez la prime, grâce à ça, avec ça, vous pouvez acheter des actions. Donc ça marche très très fort, et on accompagne beaucoup de PME sur ce sujet-là. Deuxième évolution, c'est l'ANI, enfin la loi sur le partage de la valeur qui a été votée très récemment. Donc effectivement, où l'intéressement, la participation à l'épargne salariale n'était utilisée aujourd'hui en grosse partie que par les grandes entreprises, parce qu'elles étaient obligées, à partir de 50 personnes, de s'y plonger. Et encore, la loi dit, c'est pendant 5 ans qu'il faut que vous soyez au-dessus du délai de 50 personnes. Donc ça permet encore d'atteindre un petit peu. Mais là, cette loi va obliger toutes les entreprises, à partir du 1er janvier 2025, donc c'est-à-dire qu'elles doivent s'y pencher en 2024, de donner un système de partage de la valeur aux salariés, dont l'épargne salariale. Et donc ça veut dire que toute une partie de la population des entreprises françaises, peu de PME, vont devoir, en tout cas, se creuser la tête pour dire qu'est-ce qu'on met en place comme système. Et donc ça, on est dans un marché qui est assez important, 180 milliards d'euros de placements en épargne salariale. Un marché qui croît beaucoup parce que d'économiser pour sa retraite, etc., même si ça prend du temps, c'est quand même dans la tendance. Et donc là, on va avoir un nouveau marché qui s'ouvre, des plus petites entreprises qui vont devoir un peu forcer aller vers ce marché-là. Donc c'est un peu le Graal pour toutes les entreprises d'épargne salariale. Donc tout le monde est un peu sur les starting blocks, nous compris. Vous compris. Voilà. D'accord. Donc permettre un peu sur des similitudes, permettre aux salariés, à l'entreprise et à son écosystème, je crois, d'investir dans l'entreprise elle-même. David, c'est... Oui, en fait, là où ce qu'on est en train de faire d'ores et déjà, c'est notre mission là de la partie RH, en tout cas le poulet RH de Cassis, c'est clairement de faire rayonner les autres possibilités du produit et les autres lignes métiers qui sont effectivement le financement de l'entreprise, parce qu'avec une augmentation de capital, il y a un renfort des fonds propres, la possibilité de manière efficace de pouvoir faire sortir des actionnaires minoritaires, soit de manière totale, soit en fait de faire sortir effectivement des actionnaires minoritaires, la possibilité aussi derrière de pouvoir en fait fidéliser ou même attacher efficacement la communauté de l'entreprise en partageant des pools de tokens avec ses clients, ses partenaires, ses fournisseurs, sa communauté. Et du coup de contribuer au renfort de son chiffre d'affaires avec le fait de pouvoir distribuer et de faire vivre justement ces jetons numériques. L'intérêt dans tout ça, en tout cas pour nous, c'est que en termes de roadmap, c'est vraiment aujourd'hui immédiat.
Mais on a aussi d'autres produits qu'on a lancés dernièrement qui sont assez innovants en Europe, qui est notamment une plateforme de tokenisation as a services en marque grise. Parce qu'en fait, on s'est dit, fort de notre expérience sur la tech et puis aussi la compliance, en tout cas le cadre légal, il faut qu'on puisse en faire bénéficier l'écosystème. Et du coup, on permet aujourd'hui à n'importe quel entrepreneur qui souhaite tokeniser des actifs de pouvoir utiliser notre infra techno et notre infra légal pour pouvoir effectivement opérer au niveau et se concentrer surtout sur la commercialisation de son produit. Donc voilà un peu les roadmaps, en tout cas sur du très court terme. Et sur du moyen terme, on va se positionner sur du coup le régime pilote européen de la loi MiCA, qui est le DLT-TSS, pour opérer effectivement en tant que place boursière. Donc, très bien. Donc vous êtes sur des évolutions un petit peu différentes, mais toutes à peu près complémentaires. Il y avait un autre point qui est aussi lié à votre fonctionnement, à votre déploiement, qui est une préoccupation. Alors qui est peut-être un peu à la mode, mais pas sans raison. C'était la partie la problématique de data privacy, d'infrastructure et de cybersécurité. Finalement, vous êtes vos solutions sont au cœur de la relation entre l'entreprise et ses forces vives. Comment est-ce que ça se ressent ou se démarque, ou qu'est-ce que vous avez mis en place pour permettre à vos clients et à vos utilisateurs, je dirais, d'utiliser vos solutions en confiance? Est-ce que c'est... Le sujet me paraît assez évident comme base quand on commence une boîte tech, surtout une fintech. On est quand même très régulé tout le temps. On a entamé depuis 1 an la certification ISO 27001 qu'on a obtenue en septembre, parce que justement on s'adressait pas seulement à des PME ETI, mais aussi des très grands groupes qui justement soumettent des exigences assez fortes, et ça permettait en fait un peu de couper le cycle de vente à minimum pour ne pas passer encore des mois en passant devant la DSI. Donc ça permettait au moins d'éviter justement cette étape que je trouve assez chronophage et complexe, surtout en France. Mais ça n'évite pas, en fait, malheureusement, de passer pas, hein, c'est obligatoire. Et après, l'accès à data, nous, en fait, on a accès à des data très sensibles, c'est la paye. Et c'est pour ça que, justement, on a fait des partenariats avec les logiciels de paye depuis le départ, pour justement assurer ces certifications, cette régulation, ces audits, etc. et rassurer, du coup, les clients avant même d'aller les voir. Donc, tout ça, c'était une étape, en fait, nécessaire avant même de commencer à commercialiser le produit, qu'on a passé 2 à 3 ans, quand même, à produire et à travailler là-dessus avant de pouvoir, justement, aller taper la porte en fait des entreprises pour complètement les rassurer sur l'usage de ces datas très sensibles. Ouais. Très bien, Benoît. Oui, de manière assez simple aussi, ce que je disais tout à l'heure. En fait, donc nous, on est plugué sur une solution de back-office aujourd'hui d'Amundi ou d'AXA. Et en fait, c'est eux qui ont les comptes des clients. Donc en fait, le client, le salarié, ouvre un compte chez Amundi ou chez AXA. Donc toutes les opérations de compliance, de KYC, etc. sont faites par la banque qui ouvre les comptes. Et nous, d'ailleurs, on n'a pas accès aux données sur les salariés. Moi, je ne sais pas combien chaque salarié a chez moi. Et donc ça c'est important. Donc nous, on sécurise beaucoup la partie gestion d'actifs, puisque là, la gestion d'actifs, c'est des sommes qui sont importantes, hein, en dizaines, en centaines de millions d'euros. Donc là, oui, on est régulé par l'AMF, etc. On est suivi là-dessus, et on délègue à une société de gestion sur toute la partie tenue de compte, etc. Ça, c'est chez Amundi. Donc nous, on a géré les choses comme ça, c'est-à-dire qu'on n'a aucune donnée sur les salariés, et c'est plus simple. On se concentre sur notre métier qui est d'accompagner les entreprises. D'accord, donc sur le cœur de la relation. David, pour Crypton, donc vous êtes vous êtes enregistré PSAN, vous avez. Ouais, en fait, oui, tout à fait. En fait, nous, la compliance, c'est un peu notre fer de lance. Du coup, aujourd'hui, on est enregistré en tant que PSAN depuis janvier 2022, donc prestataire d'actifs numériques auprès de l'AMF.
On est enregistré effectivement auprès du Conseil de surveillance de Luxembourg en tant que agent d'établissement de monnaie électronique via MangoPay. Et puis on applique aussi la cinquième directive anti-blanchiment avec effectivement tout ce qui est les process de lutte contre le blanchiment d'argent. Et donc on va s'occuper des KYC, KYB effectivement en interne à ce niveau-là. Donc on a établi tout un process qui est aujourd'hui liabilisé en tout cas par l'AMF à ce niveau-là. Ça c'est vraiment sur la partie on va dire couverture. Depuis tout à l'heure, je vous parle de jetons, donc je sais pas si vous l'avez compris, mais nous aujourd'hui on utilise effectivement la technologie de la blockchain et donc la tokenisation pour pouvoir mettre en pratique ce que l'on veut faire. Et donc on travaille aujourd'hui sur une blockchain privée qui est issue donc de la blockchain Quorum de la société Consensus, qui nous appartient en tout cas et qui est chez nous. Donc c'est une blockchain privée. En termes effectivement de data, nous on va travailler sur Google Cloud Platform pour gérer effectivement toute cette partie-là. Et du coup, sur tout ce qui est authentification, on travaille avec Auth0 pour pouvoir être couvert efficacement au niveau de la cybersécurité. On est un peu obligé d'avoir une architecture en tout cas qui est privée, où on ne peut pas en tout cas donner accès à n'importe qui à l'information. Et donc du coup, l'information de nos utilisateurs reste chez nous en fait à ce niveau-là. Très bien. J'ai une dernière question avant qu'on passe aux questions éventuelles. La problématique finalement d'éducation financière qui est un peu au cœur qui est un peu au cœur de nos métiers, alors que ça soit en banque, en assurance, en gestion d'actifs ou en finance durable, qui est une autre façon de l'aborder. Vous répondez, est-ce que vous avez pour certaines d'entre vous, la réponse est claire, mais est-ce que vous pensez répondre à cette question de finalement cette espèce de gap d'éducation financière que tout le monde met en avant et que la FBF avait mise en avant il n'y a pas très longtemps, qui fait que finalement la collecte elle est encore très centrée sur les livrets et sur des produits d'assurance vie standard. Est-ce que la réponse sur la problématique d'éducation financière, c'est quelque chose qui fait partie de vos objectifs en termes de fonctionnement? Alors, la question est biaisée pour toi, Arbia, vu que vous êtes entreprise à mission, donc forcément, je pense. L'éducation financière, c'est en fait là-dessus qu'on a tout mis. En fait, c'est le cœur de Rosalie, parce qu'on pense en fait que c'est la clé, que ce soit pour le salarié pour améliorer en fait sa vie, sortir du surendettement, gérer mieux et vivre une meilleure en tout cas santé financière, et aussi pour l'entreprise. Il faut pas oublier que plus en fait on a des collaborateurs en tout cas heureux, moins stressés financièrement, plus ils seront plus productifs, plus engagés en fait dans la boîte. Et c'est pas moi qui le dis, c'est toutes les stats de toutes les études scientifiques qui le montrent. Quand on sait que quelqu'un qui est stressé financièrement, il va passer entre 6 et 7 heures du temps de travail par semaine à penser à ses problèmes d'argent. Ça c'est 6 à 7 heures. En fait, vous les multipliez pour arriver à l'année, c'est un énorme manque à gagner en termes de productivité pour l'entreprise. Et c'est là-dessus justement qu'on joue, en apportant vraiment des solutions concrètes pour enlever une part justement de cette anxiété financière et donc aider en fait l'entreprise à améliorer sa productivité, engager ses salariés, attirer dans un contexte où ils galèrent tous les secteurs arrivent galèrent à recruter. Et je sais pas quelque chose que je dis et c'est dans le monde entier. Aujourd'hui, c'est même plus difficile de trouver un serveur de restaurant qu'un data analyst il y a quelques années. Et donc clairement trouver justement le moyen d'attirer la nouvelle génération et d'attirer en tout cas le maximum de candidats sur une offre de job en mettant salaire à la demande par Rosalie. Et ça, c'est quelque chose en fait qu'on a prouvé, qu'on a validé en augmentant de 20%. En tout cas, l'attractivité de tous nos clients en juste en un temps record. Baisser le turnover, l'absentéisme qui a des coûts très importants en fait pour l'entreprise aujourd'hui. Améliorer, renforcer sa marque employeur, renforcer sa politique sociale. Tout ça, aujourd'hui, je trouve que c'est nécessaire, obligatoire pour toutes les entreprises dans tous les secteurs et de toute taille s'ils veulent justement continuer à croître et surtout sortir de cette impasse justement en gardant leurs salariés et en les engageant et même en attirant des nouveaux. Et donc, on peut pas faire la passe en fait sur l'éducation financière et c'est pas le rôle des particuliers et c'est pas le rôle
que de l'État, c'est la responsabilité première des entreprises de l'apporter. Et comme j'ai dit, pas que pour apporter du bénéfice pour le salarié, c'est parce qu'il y a un ROI clair, un retour sur investissement clair pour l'entreprise. Très bien. Benoît, tout à l'heure, tu disais une des demandes des salariés ou des nouveaux entrants dans l'entreprise, c'est de devenir actionnaire de leur entreprise. Sur l'aspect réponse à ce besoin d'éducation financière. Oui, alors il y a plusieurs populations. Effectivement, là, je parlais d'une population surtout d'entreprises de start-up, etc., d'entreprises en croissance, des scale-up. Je suis d'accord avec le constat. Après, c'est vrai que moi, j'ai peut-être un peu plus d'antériorité. Ça fait 20 ans que je me dis la même chose, qu'il faut éduquer, etc., et qu'on n'y arrive pas beaucoup quand même. Et en fait, je vois, donc finalement, nous, on traite les choses un peu différemment, c'est-à-dire plutôt d'essayer d'éduquer. Finalement, on voit que ça avance pas. C'est de faire des choses qui sont très, très simples et compréhensibles par tout le monde. Je pense que c'est une question d'enjeu, en fait. En France, la moyenne de stock d'épargne salariale des Français qui ont un compte d'épargne salariale, c'est 12 000 euros à peu près. 12 000 euros, il y a le PE bloqué 5 ans et il y a le PERCO qui est bloqué jusqu'à la retraite. Donc, si on fait moitié-moitié, ce qui est pas le cas, mais le PERCO est encore plus faible que ça, à la fin de votre carrière, vous avez 6 000, peut-être 10 000 euros. Grosso modo, ça ne va rien changer sur votre vie à la retraite. Ça l'améliorera avec 6 000 ou 10 000 euros. Bien entendu, on peut faire un voyage, on peut s'acheter une voiture, etc. Mais ça va pas changer votre vie. C'est une question vraiment d'enjeu. Aux États-Unis, par exemple, un pays où, quand vous partez à la retraite, si vous n'avez pas mis de côté à titre perso, vous n'avez pas grand-chose. Il faut savoir, par exemple, qu'un couple qui est au SMIC tous les deux et qui gagne en moyenne 40-50 000 euros par an à deux, s'il veut avoir la même chose à la retraite aux États-Unis, il faut qu'ils aient mis 1 million de côté. Alors 1 million de côté, ça, oui, il y a des enjeux. C'est-à-dire que si on prend la hausse du Nasdaq et qu'on se prend 10%, ça fait 100 000 euros de plus. Là, il y a des vrais enjeux. Donc on comprend que la maman, une fois qu'elle a accompagné ses enfants à l'école, qu'est-ce qu'elle fait en rentrant à la maison? Elle se connecte pour voir la valorisation de l'indice de ses actions. Donc ça, c'est important. Quand vous avez 12 000 euros de stock, que vous allez avoir 4 ou 5 ou 6% de rendement à la fin de l'année, franchement, ça fera pas grand chose. Donc oui, il faut éduquer, oui, on essaye, mais c'est aussi, je pense, une question d'enjeu. Et tant que la retraite par capitalisation n'aura pas un impact important sur nos vies futures à la retraite, ça va être difficile de mobiliser les personnes. Il faut savoir qu'une rente, quand vous partez à la retraite, votre stock, vous le divisez par 20 pour trouver votre rente annuelle jusqu'à la mort, à peu près, pour avoir une idée. Donc c'est ça le niveau. Donc effectivement, c'est une question de volume, mais on y travaille et faire en sorte que l'entreprise aide justement le salarié à se constituer une épargne est importante. Nous, on sait qu'il y a des salariés chez nous qui ont des stocks de plusieurs centaines de milliers d'euros à la fin de leur carrière. Donc, on commence à avoir des choses où ils pourront avoir une ingénierie patrimoniale pour pouvoir s'acheter une rente et pour faire que leur vie change un petit peu. Mais même 200 000 euros divisé par 20, ça fait 10 000 euros de plus par an dans un couple. C'est bien, mais c'est pas non plus, changez pas ça améliore l'ordinaire, quoi. Voilà. Très bien. Sur les produits que vous distribuez, enfin sur Cassis et les autres solutions, est-ce que ça fait partie des choses ou est-ce que vous êtes sur une population qui est entre guillemets assez avertie pour qu'il n'y ait pas ce besoin d'éducation financière, ou est-ce qu'on le retrouve exprimé d'une façon ou d'une autre? En fait, ça vient un peu de la raison de la création de Cassis, c'est qu'en fait aujourd'hui, les détenteurs de BSPCE, 60 à 70% ne comprennent pas en fait le mécanisme du BSPCE. Je vous parle même pas lorsqu'on parle d'outils comme des BSA. Donc en fait, on se doit de rendre un produit qui soit accessible en fait et compréhensible, surtout par son bénéficiaire. Du coup, c'est pour ça que nous on a mis en place dans notre process effectivement de vente, mais même de distribution de tokens, des fiches pratiques, la possibilité de pouvoir échanger effectivement avec nos équipes sur à quoi correspond un token, c'est quoi sa fiscalité, quel est son usage, comment est-ce que demain je peux l'utiliser concrètement. Et donc l'idée, c'est qu'effectivement on met à disposition des informations à ce niveau-là. On essaye aussi de faire l'effort de le rendre accessible via des réseaux sociaux, une communication en fait qui soit régulière, pour que, au-delà de Cassis, la compréhension effectivement de la finance de manière générale soit accessible au tout à chacun.
Donc c'est aussi en fait la raison d'être du lancement de ce produit, c'est en tout cas pouvoir faire comprendre aux bénéficiaires le fonctionnement de ce qu'ils possèdent aujourd'hui, quoi. Donc plusieurs façons différentes de répondre à ce besoin d'éducation financière. Globalement, je pense, vous serez peut-être pas d'accord, mais vos solutions permettent de comment dirais-je de faire comprendre ou d'engager les utilisateurs et les entreprises dans la enfin, ce sont des produits, alors sans offense, en proposant des produits simples et intelligibles avec une finalité en termes de compréhension et d'investissement, ou en tout cas d'amélioration de la finance et du financement au quotidien. Finalement, ce sont 3 produits qui se démarquent un petit peu de ce qu'on voit habituellement sur les solutions d'investissement, en tout cas au pôle, mais un produit simple, intelligible, avec une visée à court terme compréhensible. C'est ce que vous proposez et c'est ce qui marche et c'est ce qui permet aux entreprises d'apporter du service et de la valeur à leurs salariés, à leur écosystème. Me semble-t-il. Je peux me tromper. Écoutez, merci beaucoup. Je pense qu'on a un petit peu fait le tour. Est-ce qu'il y a des points que vous aimeriez rajouter? Moi, je vois peut-être des complémentarités sur certaines solutions. Alors, peut-être à terme, j'espère. Le besoin immédiat, le besoin long terme. Avant qu'on ne prenne des questions potentielles, est-ce qu'il y a un élément que vous souhaiteriez mettre en avant qu'on n'a pas évoqué ensemble ce matin? Non, je pense que c'était plutôt très clair. Moi, je suis à la recherche de partenaires commerciaux avec qui travailler et avec qui on pourrait effectivement ensemble distribuer Cassis. Je pense que ce soit des conseils comme des avocats, experts comptables, mais aussi les entreprises qui accompagnent déjà leurs clients les connaissent mieux que moi. Et donc, du coup, l'idée, c'est de voir comment est-ce qu'on peut travailler main dans la main pour répondre de manière efficace aux problématiques de leurs clients. Très bien. Donc, potentiellement, un appel à l'écosystème du pôle et à l'ensemble de nos plus de 600 ou 600 partenaires pour voir comment offrir autre chose que les modalités existantes aux entrepreneurs et à leurs équipes. Merci à vous. Peut-être que des questions sur les offres, comment elles se matérialisent. Oui. On est dans un contexte où il y a beaucoup d'offres de bénéfices qui sont sur le marché. Moi, ce qui m'intéresse, c'est de comprendre comment se fait l'arbitrage au sein de la DRH ou de la société lorsqu'il s'agit d'arbitrer entre plusieurs bénéfices différents. Est-ce que les salariés sont consultés? Est-ce que ça se fait autrement? Est-ce qu'il y a d'autres parties prenantes? Est-ce que les syndicats interviennent? Alors, je vais reprendre votre question. Donc, la question de monsieur, c'était dans un contexte où on a une diversité d'offres en termes de compensation and benefit, donc d'élargissement de la politique de rémunération de l'entreprise. Comment se fait la sélection? Est-ce que potentiellement les salariés et partenaires sociaux sont partie prenante de la décision de vos clients? J'espère que j'ai bien résumé la question. Si vous souhaitez répondre. Je vais bien répondre. En ce qui nous concerne, effectivement, il y a des arbitrages à faire parce que les budgets sont pas infinis, et donc ça nous arrive souvent à discuter. Un des premiers bénéfices que l'on a en face de nous, c'est le salaire. Les gens disent on veut une prime tout de suite, on veut être augmenté sur notre fixe plutôt que de faire ça. Après, il y a l'avantage fiscal. Dans le cas de l'épargne salariale, quand vous donnez de prime, en fait, ça vous coûte que 0,50, ou alors vous pouvez donner 2 pour le même coût de l'entreprise aux salariés. Donc, il y a un avantage qui est important. Mais il y a plein d'autres bénéfices où il y a aussi des avantages qui sont importants, comme par exemple les tickets restaurants ou des choses comme ça. Donc, on peut être effectivement en concurrence. Après, nous, on le voit pas trop, en fait, ce sujet-là. D'une part, dans les grosses entreprises, elles sont souvent équipées. Donc, nous, ce qu'on va leur dire, c'est comment mieux optimiser leur dispositif, parce qu'elles l'optimisent souvent très mal.
Par exemple, il n'y a pas beaucoup d'entreprises qui savent que les jours de repos non pris, qui sont un passif social pour l'entreprise, elles peuvent donner la possibilité aux salariés de le mettre dans un produit de retraite, et que ça permet de baisser le passif social, ça leur permet de faire des économies sur les charges sociales sur les années à venir. Et donc, on va donner tout un tas de tips qui leur permettent de développer ces sujets-là. Donc, on est plutôt en proactivité, en leur disant comment faire des économies grâce à nous, en fait. Ça répond à votre question. Merci. D'autres questions? Je pense que vous avez été très clair sur l'explication de vos solutions, de ce qu'elles pouvaient apporter tant aux entreprises qu'aux salariés. Une question sur l'intermédiation. Est-ce que vous vendez beaucoup en direct? Est-ce qu'il faut passer par des sociétés de distribution spécialisées? Visiblement, vous faites un appel. À quel niveau pour vendre des bénéfices faut-il passer par des courtiers? Alors, du coup, une question qui est liée à la distribution de vos solutions. Je répète parce que je suis pas sûr qu'on vous ait entendu en ligne. Liée à la distribution de vos solutions, est-ce que vous êtes en prise directe avec vos clients, ou est-ce que vous avez, comment se fait la répartition entre la commercialisation directe et l'intermédiation pour vos différentes solutions? En tout cas, sur Cassis, nous aujourd'hui, on travaille en direct avec les dirigeants d'entreprise. Après, on peut faire intervenir des tiers comme ce que j'ai évoqué tout à l'heure, les conseils, mais en fait, on travaille vraiment en direct avec l'entrepreneur à ce niveau-là pour comprendre efficacement son projet. Même si aujourd'hui, Krypton essaye de constituer un réseau de partenaires distributeurs avec qui on aimerait travailler, comme j'expliquais, pour être au cœur effectivement de l'activité économique. Mais pour le moment, nous, on travaille en direct effectivement avec les entreprises. Et je le précise, parce que je ne l'ai pas précisé pour le moment, on travaille uniquement avec des entreprises qui sont non cotées à ce niveau-là. Nous, on a à peu près, on va dire, les 2 tiers qui est en direct. C'est à peu près un tiers par des courtiers en assurance. Donc pour le courtage, ce qu'il faut, c'est déjà bien les éduquer pour qu'ils puissent le faire sans nous, ce qui est pas toujours évident. Donc souvent on fait les premiers meetings avec leurs premiers clients avec nous, et puis ensuite ils sont autonomes, ce qui est le but, parce qu'on peut pas après traiter tous les clients, et d'avoir des bons outils IT qui permettent de diriger ce flux. Donc ça marche bien. Et après sur la partie directe, nous c'est ce qu'on aime bien aussi, parce que de parler à l'entreprise, c'est là où on arrive à aussi faire évoluer les dispositifs pour les faire grossir, etc. Donc c'est important qu'on ait ce lien direct avec l'entreprise. Donc là, nous on fait de la prospection, on va dire, dans le dur. Après, on a externalisé notre force de vente, en fait, où on a une entreprise qui s'occupe d'aller chercher des prospects et de nous ramener des rendez-vous qualifiés avec la bonne personne pour parler de ce produit-là. Parce que c'est très difficile dans des petites équipes de pouvoir aller prospecter et en même temps d'être chez les clients et en même temps de délivrer, et que en fait souvent les métiers ils sont quand même bien séparés, et que dans des petites structures on peut pas avoir 4-5 personnes qui ne font que du démarchage téléphonique, d'organiser des rendez-vous, et en externalisant la force de vente, ça permet de le faire, se concentrer, voilà, sur et pas forcément pour des coûts qui sont beaucoup plus élevés, parce que eux sont des professionnels et donc ils ont des techniques de vente qui sont plus abouties que si vous allez recruter un jeune qui va y aller un peu tout seul comme ça au feeling, et qui aura peut-être moins de résultats. Très bien. Arbia, sur Rosé. Mais nous, c'est différent parce qu'on est sur un marché concret. Donc, on n'est pas sur un marché mature. On est obligé d'éduquer, d'évangéliser le marché. Donc, cette éducation, elle doit être faite par nous. Donc, on vend directement aux boîtes pour leur parler, expliquer le pain pour qu'ils achètent la solution. On est loin, en fait, encore d'un produit très mature, au marché très mature, où les boîtes, en fait, font des appels d'offres dessus et expriment, en fait, directement une problématique si on ne vient pas vers eux. Donc, en fait, on se distribue par tous les moyens, que ce soit directement ou indirectement, par énormément d'autres catégories, mais on n'a pas encore le recul pour dire c'est l'intermédiation en fait qui marchera versus le direct ou pas. Très bien.
Merci. On est, je crois qu'on n'a pas fait le tour du sujet parce qu'il y a encore je pense, et je vous le souhaite, il y aura plein d'évolutions et plein de choses à voir et de retour de votre part dans les années à venir. On arrive au bout de cette heure, donc merci à Ravia Smithy de Rosalie, merci Benoît Magnier de Go Épargne Entreprise et David Michel Molina de Krypton. Donc c'est un webinar complet ben, un petit peu voilà très où vous avez retrouvé des membres du pôle qui sont accompagnés sur différents périmètres métiers, mais finalement partagent cette préoccupation d'offrir des solutions aux acteurs économiques, que ce soit les entrepreneurs ou les salariés, en fait les deux. Merci à vous et à très bientôt pour d'autres webinars Finance Innovation. Au revoir.